Mes parents vivent dans cette maison, vous devez donc retourner chez vos parents. Quoi? J'ai été décontenancée par les mots soudains de mon mari. Pourtant, mon mari semblait penser qu'il était parfaitement logique. Et maintenant? Vous avez des plaintes? Ne discutez pas avec ce que je dis. Je suis tout à fait d'accord pour divorcer, vous savez, a-t-il commencé à affirmer. Dernièrement, il avait été froid avec moi, et j'avais mes propres griefs. J'avais également envisagé le divorce, mais je ne pensais pas qu'être expulsé de la maison était juste. Je veux dire, je suis le seul à payer les $1800 pour les frais de subsistance. Je me demande s'il s'en souvient. Alors que je le regardais avec incrédulité, il a perdu patience et a craqué, sortez déjà de cette maison. Si vous êtes ici, mes parents ne se sentiront pas à l'aise de venir. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi je devais partir, mais j'ai dit, d'accord. J'emporterai tout ce que j'ai acheté avec moi. Une fois que j'ai accepté, mon mari, satisfait, a dit, allez-y, et est parti. J'ai immédiatement appelé un magasin de revente. Je m'appelle Émilie. Je vis actuellement avec mon mari, Robert, qui a 5 ans de plus que moi. Robert et moi nous sommes rencontrés lorsque des amis communs nous ont présentés, et nous nous sommes croisés de manière inattendue en traînant avec eux. Cela nous a naturellement amenés à passer une journée de congé ensemble. Vous savez, je pense en fait à devenir un acteur de doublage. J'étudie pour ça maintenant. En écoutant Robert, j'ai trouvé sa voix grave impressionnante. J'ai toujours eu un faible pour les voix apaisantes, et je me suis sentie attirée par la sienne. Il a probablement senti mon intérêt. Bientôt, Robert et moi avons échangé nos coordonnées, suggérant que nous devrions passer du temps seuls. Avec mon accord, avant que nous ne nous en rendions compte, nous avons commencé à sortir ensemble. Aucun de nous n'a explicitement dit que nous devions sortir ensemble, mais nous nous sommes retrouvés dans une relation. Étant jeune à l'époque, je pensais que c'était à cela que ressemblait une romance adulte. Je venais d'obtenir mon diplôme universitaire et de commencer à travailler, alors peut-être que j'ai été pris par l'idée de sortir avec quelqu'un qui semblait si mature par rapport à moi. En voyant cela, ma meilleure amie, Ashley, a exprimé son inquiétude, êtes-vous sûre de sortir avec quelqu'un de 5 ans de plus? J'ai répondu avec confiance, c'est bien. Les relations d'écart d'âge ne sont pas si rares de nos jours. J'aime beaucoup Robert, et il ressent la même chose pour moi. Il n'y a rien à craindre. Voyant ma condamnation, même initialement inquiète, Ashley a dit, eh bien, si tu le dis, Émilie. Robert et moi avons continué à sortir ensemble pendant environ 3 ans, et il a finalement évoqué le mariage. Honnêtement, j'avais parlé de lui à mes parents et du fait qu'il avait 5 ans de plus, alors ils étaient impatients de le rencontrer. Compte tenu de cette pression, je me suis souvent demandé quand il ferait sa demande. Il m'a demandé en mariage lors d'une de ses visites habituelles à mon appartement où nous traînions et nous détendions. Normalement, je m'attendrais à ce qu'une demande en mariage se produise dans un cadre plus romantique, mais cette approche décontractée ressemblait beaucoup à Robert. Cela ne me dérangeait pas. En réponse à la proposition de Robert, j'ai dit, bien sûr. Marions-nous. Alors, peut-être que nous étions tous les deux un peu nonchalants à ce sujet. Après cela, nous sommes allés rendre visite aux parents de l'autre, mais pour être honnête, je ne m'entendais pas vraiment avec les parents de Robert. Lorsque nous sommes arrivés à la maison familiale de Robert, l'entrée et le salon étaient remplis de ce qui ressemblait à des antiquités, bien que je ne puisse pas dire d'où ils venaient. Mais d'après ce que j'ai pu voir, ils semblaient tous être des répliques ou des imitations. Cependant, lorsque nous avons été introduits dans le salon et que nous avons rencontré les parents de Robert, tous deux étaient vêtus de vêtements de marque haut de gamme et parés de bijoux criards lorsqu'ils m'ont accueilli. J'avais l'impression de rencontrer un couple stéréotypé de nouveaux riches. Peu importe comment je le voyais, nos goûts et nos valeurs semblaient trop différents pour que nous puissions nous entendre. La mère de Robert m'a même regardée et a fait remarquer, moyenne, n'est-ce pas, comparant son apparence à la mienne, ce qui était assez grossier. J'ai été surpris que les parents de l'homme que je pensais épouser puissent être comme ça. Mais à la fin, c'est Robert et moi qui nous marions. Si je ne m'entends pas avec mes futurs beaux-parents, je n'ai pas vraiment besoin d'interagir avec eux. J'ai donc décidé de ne pas trop me laisser déranger. Après que Robert et moi nous soyons mariés et ayons emménagé dans notre condo pour commencer notre vie ensemble, après un certain temps, Robert est venu me voir avec un air un peu anxieux. Et, qui était cette femme en robe bleue parmi vos invités au mariage? Quelle femme en robe bleue? Il y avait plusieurs de mes invités qui portaient des robes bleues, donc juste en me basant sur cette information, je ne pouvais pas comprendre de qui il parlait. Vous savez, celui qui a fait un discours en tant que meilleur ami. Tu veux dire Ashley? Oui, elle portait une robe bleue. En entendant cela, Robert marmonna, c'était donc Ashley. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ashley? Quand je lui ai demandé,
il semblait visiblement troublé. Oh, ce n'est rien de majeur. L'autre jour, alors que je me rendais au travail, j'ai cru voir quelqu'un qui lui ressemblait. C'est là que je me suis souvenu qu'elle avait prononcé un discours en tant que meilleure amie au mariage. J'étais perplexe devant son intérêt soudain pour Ashley et pourquoi il était si troublé. Mais il a juste ri et a dit « ce n'est rien, vraiment », et s'est retiré dans sa chambre avant que je puisse demander quoi que ce soit de plus. Un peu plus tard, j'ai reçu un appel de ma meilleure amie Ashley avec des nouvelles. Écoute, Emily. Mon petit ami revient aux États-Unis l'année prochaine. En fait, Ashley sortait avec son petit ami depuis le lycée. Ils se connaissaient depuis l'école primaire, mais il avait déménagé au collège et depuis lors, ils s'écrivaient des lettres. Au moment où ils sont arrivés au lycée, ils étaient réunis, et c'est à ce moment-là qu'il lui a avoué. Je me suis toujours senti satisfait d'écouter les histoires d'amour douce amère d'Ashley. J'ai toujours aimé entendre parler de ses aventures amoureuses. Et son petit ami, après avoir travaillé pendant quelques années dans son entreprise, a été transféré dans une succursale internationale et avait été loin des États-Unis pendant un certain temps. Malgré la distance, leur communication n'a jamais faibli et ils sont restés un couple soudé. Pensez-vous qu'il pourrait faire sa demande une fois qu'il sera de retour et que vous vous marierez? Oh, Emily, vous êtes toujours si prompte à tirer des conclusions hâtives. Assurez-vous simplement de m'inviter au mariage. Je promets que je ferai un discours réconfortant. Bien sûr. Après ce discours touchant que vous avez prononcé à votre mariage, j'aurai certainement besoin que vous fassiez de même pour le mien. Ne placez pas la barre trop haut. Nous avons partagé un rire autour de notre thé. Nous pouvions parler de tout et de rien, en nous faisant complètement confiance. Si l'un de nous avait un problème, l'autre était là, toujours prêt à offrir une épaule sur laquelle s'appuyer. Et c'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer que Robert rentrait à la maison de plus en plus tard. Vous travaillez encore tard aujourd'hui? Oui. Tu penses que je ne devrais pas travailler ou quelque chose comme ça? Même après s'être marié, Robert s'est accroché à son rêve de devenir un acteur de doublage. Pendant ses études pour cette carrière, il ne pouvait pas vraiment voir les résultats et a dû travailler à temps partiel pour joindre les deux bouts. Pourtant, tout l'argent que Robert gagnait grâce à ses emplois à temps partiel allait directement à ses cours de doublage, alors je devais couvrir tous nos frais de subsistance. C'est pourquoi nous ne pouvions pas vraiment économiser une épargne partagée. Après un certain temps de mariage, j'ai réalisé que Robert n'était pas prêt à abandonner son rêve pour le bien de notre famille. Je n'arrêtais pas de me demander si les travailleurs à temps partiel devaient vraiment faire autant d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires quotidiennes de Robert ont ajouté à mes inquiétudes. Et, n'avez-vous pas trop travaillé ces derniers temps? Il ne devrait pas vous faire autant d'heures supplémentaires, même s'il ne s'agit que d'un travail à temps partiel. Je vous ai dit que je vais bien. Plus d'argent, c'est toujours mieux. Gardez simplement vos opinions pour vous. À ce moment-là, Robert avait cessé de m'appeler par mon nom et m'appelait simplement toi. Quand nous nous sommes mariés, je croyais sincèrement qu'il me parlerait plus doucement et plus fréquemment, mais après notre mariage, j'ai fini par entendre des mots durs de sa part la plupart du temps. La voix autrefois douce et profonde de Robert se transforma uniquement en une voix dure. Il semblait boire beaucoup, et parfois sa voix devenait rauque. Le doublage dépend fortement d'une gorge saine, donc cela m'inquiétait que Robert, qui voulait être un acteur de doublage, ne s'occupe pas de la sienne. Mais même cela semblait le déranger. Lentement, il a commencé à éviter de me parler et a fini par m'ignorer même lorsque nous nous croisions à la maison. C'est alors que j'ai reçu un appel d'Ashley. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à discuter, alors j'ai suggéré que nous nous rencontrions car j'avais mes propres préoccupations. Nous avons décidé de discuter dans une cabine de karaoké pour que personne ne puisse nous entendre. Ashley semblait très prudente et avait spécifiquement réservé une pièce où elle pouvait voir le comptoir et le personnel depuis la porte. Vous avez spécifiquement choisi cette chambre? Oui. Je voulais un endroit où le personnel pourrait voir s'il y avait une personne suspecte devant notre porte. Une personne suspecte? Est-ce lié à ce dont vous vouliez discuter? À mes mots, Ashley hocha la tête. Elle avait l'impression que quelqu'un la suivait depuis qu'elle avait quitté son travail il y a environ un mois. Maintenant, elle se sentait même suivie pendant ses jours de congé. La raison pour laquelle Ashley avait choisi une pièce où le personnel pouvait facilement voir était qu'elle pensait que la personne qui la traquait pourrait essayer d'écouter notre conversation. En avez-vous parlé à la police? J'ai essayé, mais comme il n'y a pas de contact réel, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et votre petit ami? Il revient dans un mois. Je pensais en discuter avec lui aussi, mais je voulais d'abord vous parler, quelqu'un de proche. Je vois. Ashley n'avait pas bien regardé son harceleur parce qu'elle avait trop peur, alors elle ne savait pas si c'était un homme ou une femme.
J'ai donc décidé de me tenir à distance et d'identifier la personne qui traquait Ashley. Et grâce à cela, j'ai compris qui traquait Ashley. Bien que je ne puisse pas parler de ma relation difficile avec Robert, avec le recul, c'était peut-être pour le mieux. Parce que celui qui suivait ma meilleure amie Ashley n'était autre que mon mari, Robert. Robert me disait qu'il devait faire des heures supplémentaires tous les jours, mais qu'après avoir terminé son quart de travail, il se cachait près du lieu de travail d'Ashley et la suivait quand elle partait. Je ne pouvais pas croire que la personne qui effrayait Ashley était quelqu'un d'aussi proche de moi. Quand je l'ai appris, j'étais hors de moi. Et l'expression sur le visage de Robert quand il suivait Ashley était carrément effrayante, il avait ce sourire sordide et troublant. Je suis tombée amoureuse et j'ai épousé cet homme ? L'instant où j'ai vu son visage a été le moment où l'amour qui a duré un siècle s'est refroidi. J'ai dit la vérité à Ashley et lui est conseillé de bouger immédiatement. Avec l'aide de ses collègues, elle a réussi à demander à quelqu'un de la conduire près de son nouveau logement depuis le parking souterrain de l'entreprise pendant un certain temps. Après qu'Ashley et moi ayons pris ces mesures, Robert est devenu de plus en plus frustré. Et un jour, cette frustration a explosé. Mes parents vont vivre ici, alors tu devrais retourner chez tes parents. J'ai été décontenancée par les mots soudains de Robert. Pourtant, Robert semblait convaincu qu'il était parfaitement logique. Vous avez un problème avec ça ? Si vous vous opposez à ce que je dis, je suis d'accord pour divorcer, a-t-il commencé. Bien que j'ai eu beaucoup de griefs contre lui et que je pensais même que le divorce ne serait peut-être pas si grave, je ne pensais pas qu'il pourrait simplement me mettre à la porte de notre maison. C'est moi qui paie $1800 pour nos dépenses mensuelles. Je me demande si Robert s'en souvient même. Quand je l'ai regardé avec scepticisme, il a perdu son sang-froid, il s'en va déjà. Mes parents ne peuvent pas emménager si tu es encore là. Pourquoi dois-je partir ? Je ne comprends pas du tout, mais j'ai dit, d'accord. J'emporterai tout ce que j'ai acheté avec moi. Voyant mon accord, Robert a dit, dépêchez-vous et s'en alla. J'ai immédiatement contacté un service de rachat local. Le lendemain, le service de rachat est venu à notre appartement. Au début, Robert a souri en pensant que je déménageais, mais quand il a vu les travailleurs évaluer tous les meubles et les appareils électroménagers, ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Après avoir fini d'évaluer tout sauf ce qui se trouvait dans la chambre de Robert, un membre du personnel m'a remis un devis disant que la valeur totale était de $22 000. J'ai rapidement signé en disant, d'accord, vendez tout. Robert, revenant à la raison, m'attrapa le bras, attends. Pourquoi vendez-vous tout ? Mes parents vont vivre ici. Comment peuvent-ils le faire sans meubles ? J'ai secoué son emprise. De quoi tu parles ? Quand nous nous sommes mariés, vous avez dit que vous étiez fauché parce que vous payiez vos cours de théâtre. Vous m'avez supplié de m'occuper du loyer, des meubles et des frais de subsistance. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais aussi fauché, je me suis sentie trompée. Vous vous souvenez des dépenses mensuelles de $1800 que j'ai couvertes ? À partir de maintenant, vous paierez cela. Et avec vos parents qui emménagent, je parie que ce sera encore plus. Robert pâlit. Mais il a rapidement essayé de retrouver son sang-froid, il a pensé que vous pouviez parler d'argent, et que j'annulerais le divorce ? Qui pensez-vous être ? Je me suis déjà rapprochée d'une femme riche. Fermée ? Et puis je me suis souvenu que Robert suivait Ashley récemment. Si ce qu'il considère comme proche était son comportement de harceleur, alors Robert s'est sérieusement trompé. Ashley vient définitivement d'une famille riche. Son grand-père était un homme d'affaires, et maintenant son père a pris la relève. Ashley est vraiment l'héritière parfaite. Mais elle ne l'affiche pas. Elle dépense comme moi et nos amis, et personne ne l'a jugée en fonction de la richesse de sa famille. Cependant, Robert semblait avoir appris les origines riches de ma meilleure amie Ashley et a décidé qu'elle serait un meilleur partenaire. Pourrait-il penser que si deux personnes ont le même âge, la plus riche est la meilleure ? Cela m'exaspère. Mais Ashley n'épousera jamais Robert. Le petit ami d'Ashley, avec qui elle sort depuis le lycée, revient bientôt aux États-Unis. Ils se marieront probablement. Elle a mentionné se sentir vraiment effrayée parce que quelqu'un la traquait tous les jours, ai-je remarqué. En apprenant qu'il n'était pas proche d'Ashley et qu'elle le trouvait effrayant, Robert a été stupéfait. Je le fais toujours. J'ai toujours accompagné Ashley à la maison. Tu as de la chance de ne pas avoir été dénoncé aux flics, ai-je riposté. Mais je ne connaissais aucun petit ami. Il est allé à l'étranger. Elle me choisirait plutôt qu'un inconnu. Ils sont correspondants depuis l'école primaire et se parlent apparemment presque tous les jours. Et contrairement à vous, qui n'avez travaillé qu'à temps partiel, son petit ami est un homme prospère reconnu même par son père. Robert avait l'air complètement vaincu pendant que je parlais.
Lorsque les travailleurs du rachat ont pris tous les meubles et les appareils électroménagers, il a semblé se rétablir quelque peu. Je suppose que vous êtes tout ce que j'ai. Vous soutiendrez mon rêve de devenir un acteur de doublage pour toujours, n'est-ce pas? Demanda-t-il en prenant la pause. Je lui ai jeté un regard froid et j'ai dit « Excusez-moi ». Je suis déjà allé au bureau de l'avocat spécialisé dans le divorce et j'ai commencé le processus. Communiquons par l'intermédiaire de nos avocats à partir de maintenant. Robert, pensant peut-être que j'avais encore des sentiments pour lui, s'est accroché à ma taille. Ne dites pas des choses comme ça. Ne nous entendons-nous pas bien pendant tout ce temps? Vous vous entendez bien? Quand? Depuis que tu as découvert que ma meilleure amie Ashley est une riche héritière, tu as été froid avec moi et tu as commencé à traîner avec elle. Juste après t'avoir épousée, j'ai réalisé que c'était une erreur. Robert s'est mis à pleurer comme un petit garçon. Même s'il a 5 ans de plus que moi, le voir pleurer comme un enfant n'a fait que faire chuter encore plus mon affection déjà décroissante pour lui. À ce stade, je ne supporte pas d'être dans la même pièce que lui. Il suffit de le découper. Oh, au fait, j'ai parlé de notre divorce à ton oncle qui nous laisse louer cet appartement. Mon oncle? Vous savez qu'il est strict, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai payé tout le loyer et les frais de subsistance jusqu'à présent, alors quand je lui ai dit que tu ne pourrais peut-être pas te le permettre si je partais, il a dit qu'il te ferait travailler pour lui. Cela signifie que je ne pourrai pas poursuivre mes études de doublage. Vous ne pratiquez presque jamais de toute façon. Il est peut-être temps de faire face à la réalité. Quoi qu'il en soit, si vous vous approchez à nouveau d'Ashley, je vous dénoncerai immédiatement à la police. Au revoir. J'ai quitté la maison, déterminée à ne jamais regarder en arrière. J'ai l'intention de retourner chez mes parents pour l'instant, mais je pense me rapprocher de mon travail si je trouve un bon endroit. Quant à Robert, il semble que son oncle ait tenu parole et l'ait fait travailler dans son entreprise. Peu de temps après, les parents de Robert, qui avaient prévu de dépouiller leur fils après qu'il ait épousé la riche héritière, ont également emménagé dans l'appartement. Eux aussi ont été emmenés travailler dans l'entreprise de l'oncle. On dirait que toute la famille avait l'habitude de profiter des autres. Je suis juste content d'avoir pu m'éloigner d'une famille aussi toxique. La différence d'âge n'a pas vraiment d'importance, mais je pense que je dois choisir mon prochain partenaire avec plus de soin. Dans un autre ordre d'idées, après que les choses se soient arrangées avec Robert, j'ai reçu une invitation au mariage d'Ashley elle-même. Elle m'a présenté à son petit ami de longue date et je leur ai vraiment souhaité le meilleur. Mon premier mariage n'a pas fonctionné, mais j'espère que le mariage d'Ashley durera de nombreuses... Je suis Lisa Johnson, une femme au foyer de 34 ans. Je suis mariée à Jacques depuis 2 ans. Jacques est très instruit et travaille pour une entreprise prestigieuse. Ayant grandi dans une famille monoparentale, mon père est tombé malade peu de temps après mon mariage. Après avoir lutté contre la maladie pendant 1 an et demi, il est décédé, laissant derrière lui un héritage de 600 000 $. Cependant, Jacques a utilisé ces 600 000 $ pour rénover lui-même la maison de ses parents. Choisir entre vivre avec ma mère ou divorcer, dit Jacques, semblant me regarder de haut avec cet ultimatum. Ma décision était déjà prise. Sans hésiter, j'ai rapidement signé les papiers du divorce et j'ai dit « Au revoir, vous allez le regretter ». Jacques rétorqua « Nous ne regretterons rien, tu es inutile » et déménagea dans la maison de ses parents, qui venait d'être rénovée. Mais au pire moment possible, il est apparu que son père avait emprunté de l'argent en utilisant la maison comme garantie. Désormais incapable de la rembourser, la maison nouvellement rénovée a été saisie. Ironiquement, les rénovations avaient augmenté sa valeur, alors il s'est vendu pour un joli centime. Mais la dette était loin d'être payée, et Jacques et sa mère en étaient également accablés. Après avoir perdu leur maison et appris la dette de son père, Jacques et sa famille sont venus chez moi, évacuant déraisonnablement leur frustration sur moi. Tout est de ta faute, Lisa. Depuis que vous vous êtes mariée dans la famille Johnson, seules de mauvaises choses se sont produites. Vous êtes la malédiction de notre famille, ont-ils accusé. Jacques a même eu l'audace de dire « Tu es ma femme, alors tu vas m'aider à rembourser cette dette ». Je ne pouvais plus me retenir. Comment osez-vous utiliser l'héritage de mon père et ensuite exiger que je vous aide à rembourser votre dette? Vous ne me considérez comme votre femme ou votre famille que lorsque cela vous convient. N'auriez-vous pas pu apprécier davantage notre temps en tant que couple? Apprécier notre temps ensemble? Ne me faites pas rire. Même après notre mariage, tu étais à peine à la maison à cause de la maladie de ton père et tu as négligé tes tâches ménagères. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Et exceptionnellement, j'ai été élevée par mon père. Il a quitté son emploi de longue date et est passé à une entreprise sans heures supplémentaires et avec 1 heure de fin à 17 heures pour m'élever. Son salaire a chuté et je lui ai enlevé son sentiment d'accomplissement.
Il me préparait le déjeuner tous les jours et ne lésinait jamais sur le dîner. Malgré les connotations négatives du divorce, j'ai aimé vivre avec mon père. C'est pourquoi je n'ai pas quitté la maison même après avoir eu 30 ans. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner son père malade? Je ne pouvais rien faire d'autre pour lui. J'ai donc voulu m'occuper de lui jusqu'à la fin, après tout l'amour et le temps qu'il m'avait consacré. Tu te souciais plus de ton père que de moi, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de savoir qui je tenais le plus. Bien sûr, je n'ai peut-être pas fait assez de tâches ménagères. Mais tu as dit que ce n'était pas grave parce que tu as dîné chez tes parents. Tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Vous étiez à l'hôpital toute la journée. J'ai toujours pensé que t'épouser était une erreur. Honnêtement, je t'ai fait une faveur en épousant quelqu'un comme toi qui avait dépassé son apogée. Vous devriez en être reconnaissant. Jacques n'était pas le seul à penser que ce mariage était une erreur. Moi aussi, je croyais que ce mariage n'était rien d'autre qu'un échec. J'avais 32 ans quand j'ai épousé Jacques. Cet âge n'est pas considéré comme dépassé de nos jours. Jacques et moi nous sommes rencontrés lors d'une table de mixage. Lors d'une table de mixage mise en place par un collègue junior de l'entreprise où je travaillais, il y avait Jacques, qui travaillait pour une entreprise de premier plan. C'est peut-être difficile à croire, mais j'ai rarement participé à des mixages. Je n'étais pas si désespérée pour un petit ami, ni pressée de me marier. Cependant, mon père semblait inquiet. Il a même envisagé de demander à des proches d'organiser un rendez-vous à l'aveugle pour moi, ce que j'ai fermement refusé. Jacques, qui me semblait être un figurant, m'a approché activement. Avec le recul, il a probablement confondu ma tranquillité avec la soumission et pensait qu'il pouvait me regarder de haut avec ses réalisations éducatives et professionnelles. En effet, Jacques était une élite, diplômé d'une prestigieuse université privée, travaillant dans une entreprise de premier plan. Quelqu'un comme moi, élevé par un parent célibataire et seulement diplômé du secondaire, était considéré comme n'étant pas dans sa ligue. D'une manière ou d'une autre, nous avons fini par sortir ensemble, et cela a naturellement conduit au mariage. J'avais des réserves sur le mariage, mais j'étais convaincue qu'épouser Jacques les résoudrait. Au début, nous n'étions pas vraiment amoureux, mais nous nous entendions bien. Étonnamment, Jacques rentrait souvent tôt, ce qui me permettait de préparer le dîner. Je pensais que son entreprise était assez bonne car elle ne nécessitait pas d'heures supplémentaires et semblait être une entreprise de premier plan. Cependant, Jacques n'a jamais parlé de son travail. Nous n'avions pratiquement pas de sujet de conversation commun. Je pense que nous nous en sortions en tant que couple marié. J'ai appris quelques mois après mon mariage que Jacques était déjà mis à l'écart de son travail. Il était peut-être doué pour étudier, mais ses compétences en communication étaient médiocres et il ne pouvait pas s'entendre avec les autres. Il faisait de fréquentes erreurs au travail et était considéré comme incompétent. Pourtant, par gentillesse, ils ne l'ont pas licencié mais l'ont rétrogradé, en attendant qu'il démissionne. Donc, le salaire de Jacques n'était pas aussi élevé qu'il le prétendait. Pour Jacques, son éducation et sa carrière étaient tout. Il n'avait rien d'autre à se vanter. Je doute qu'il y ait un mari qui puisse vous comprendre autant que moi. Nous avons dû renoncer à avoir des enfants, et maman voulait sûrement voir ses petits-enfants aussi. À 20 ans, on m'a diagnostiqué une maladie utérine qui m'empêchait d'avoir des enfants. À ce moment-là, j'avais abandonné l'idée de me marier à l'avenir. Bien que le bonheur signifie différentes choses pour différentes personnes, de nombreux couples désirent des enfants. J'ai décidé d'épouser Jacques parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas d'enfants. Le plus grand handicap pour moi était la possibilité de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Jacques sembla éliminer cette inquiétude. Alors, je l'ai épousé, et maintenant ça? Quel était l'intérêt de se marier? Votre cuisine est terrible. Je t'ai dit plusieurs fois d'apprendre de ma mère, mais tu n'as jamais essayé. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui doit manger de la mauvaise nourriture. Vous avez tendance au diabète, vous avez donc besoin d'un régime alimentaire restreint. C'est pourquoi la nourriture est fade et le menu limité. Vous semblez aimer les plats frits de votre mère, mais imiter cela serait dangereux, non? C'est le travail de la femme de trouver comment le faire fonctionner. Manger est mon plus grand plaisir. Jacques avait commencé à prendre du poids rapidement après notre mariage. Il était un peu potelé avant, mais il est devenu beaucoup plus lourd. Je pensais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne développe le diabète, alors j'ai essayé de servir des repas équilibrés. Mais il se plaignait que le goût était trop fade, qu'il voulait plus de nourriture et qu'il n'aimait pas ça. Eh bien, alors vous pouvez simplement demander à votre mère de cuisiner pour vous pour le reste de votre vie. Je peux demander le divorce tout de suite, et tu pourras retourner vivre avec ta mère bien-aimée comme tu le souhaites. Divorce? Ne plaisantez pas. Comment puis-je dire que nous divorçons après seulement 2 ans de mariage? Ça a l'air mauvais. Mais je vous ai prévenu, n'est-ce pas?
Que vous le regretterez. D'ailleurs, ce n'est pas ma faute si la maison a été saisie à cause de l'utilisation abusive de l'héritage de mon père. Au contraire, c'est moi qui ai été lésée ici. Et je ne vous demande même pas de rendre les 600 000 $. C'est notre propriété matrimoniale. Qu'est-ce qui ne va pas si je l'utilisais? Je pensais que rénover la maison était le moyen ultime d'honorer mes parents. De quelle sorte de piété filiale s'agit-il? J'avais l'intention d'utiliser l'argent de mon père pour acheter ma propre maison. Jacques et moi vivions dans un appartement loué près de la maison de ses parents. Payer un loyer semblait inutile alors que nous pouvions rembourser une hypothèque. Bien sûr, 600 000 $ n'étaient pas suffisants pour acheter une maison, mais c'était une mise de fonds importante. Et il l'a utilisée pour les rénovations de la maison de ses parents. Ne fuyez pas cela. Cours? Que veux-tu dire? Vous venez de mentionner le divorce. C'est là que j'ai réalisé. Jacques, tu as dit que divorcer après 2 ans avait l'air mauvais. Cela dit tout sur vous. Vous ne vous souciez que de la façon dont les autres vous voient, sans vous soucier ou valoriser les personnes les plus proches de vous. De nos jours, le divorce n'est pas une chaîne. Je vais perdre ma position au travail. Vous êtes un adulte qui travaille, vous devriez comprendre. Mais encore une fois, vous n'êtes qu'un diplômé du secondaire qui a eu la chance d'avoir un emploi, alors peut-être que vous ne comprenez pas des choses comme la politique de bureau. Oh, dois-je m'attendre à ce que Jacques gravisse les échelons de l'entreprise? Qu'est-ce que c'est que ce sourire sournois? C'est ton habitude, ce sourire moqueur. Allez-vous travailler dernièrement? Vous quittez la maison en disant que vous allez travailler, mais ensuite vous tuez le temps dans les parcs ou les bibliothèques, n'est-ce pas? Jacques paniqua visiblement. Il a été mis à l'écart de son travail et le manque de travail a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale. Il était de plus en plus réticent à se rendre au bureau. J'ai entendu un voisin, avant même que Jacques ne retourne chez ses parents, me dire où il se trouvait. De quoi tu parles? Qui a dit ça? Avez-vous des preuves? C'est tellement évident comment tu réagis, Jacques. Vous êtes clairement perturbé. Mais que vous quittiez votre emploi ou autre, cela ne me concerne plus. Je peux choisir parmi beaucoup d'emplois. Si je quitte mon entreprise actuelle, d'autres m'embaucheront. Je n'ai pas été diplômé d'une prestigieuse université privée pour rien. Il bluffait, mais sa voix tremblait et le volume baissait. Je doute qu'il y ait une meilleure entreprise que sa compagnie actuelle pour lui. Il pourrait trouver du travail s'il faisait des compromis, mais il aurait probablement du mal à communiquer partout où il irait. Eh bien, bonne chance pour le remboursement de la dette. C'est aussi votre faute et celle de votre mère de ne pas voir à travers la vraie nature de votre père. Mon beau-père était toujours souriant et agréable. Jacques dit qu'il n'avait jamais été grondé par son père. Sa mère, en revanche, était dominante. Sa mère traitait son père presque comme un esclave. Toujours en train de le rabaisser et de le faire une blague. Pourtant, cette dynamique du père sous la coupe de la mère était devenue la norme, et personne ne la remettait vraiment en question. Peu importe ce qu'on lui disait, son père en riait avec un sourire. Derrière son sourire, mon beau-père cachait une grave dépendance au jeu. Ni Jacques ni sa mère ne semblaient s'en apercevoir. Quand je l'ai appris, je ne pouvais pas croire que le gentil beau-père que je connaissais avait un côté si sombre. La dette a explosé, mais il ne pouvait pas arrêter de jouer, même en utilisant la maison comme garantie. J'avais soupçonné quelque chose quand j'avais vu une pile de lettres de recouvrement qui lui était adressée à la maison familiale de Jacques. En fait, j'avais une intuition à ce sujet. La raison en est que lorsque j'ai visité la maison des parents de Jacques, j'ai vu une pile de lettres de recouvrement adressées à son père. Malgré une situation aussi bâclée, je me demande si sa mère ne l'a vraiment pas remarqué. Eh bien, elle a toujours traité son mari comme s'il n'existait pas, il n'est donc pas surprenant qu'elle ne l'ait pas remarqué. Père a dû être stressé. Il n'avait plus rien à faire après sa retraite et s'est tourné vers le jeu. Mais je ne peux pas le blâmer. C'était son seul passe-temps. Jacques, qu'est-ce qui se passe avec le sens de l'argent de la famille Johnson? Gaspiller 600 000 $, accepter le jeu comme un simple passe-temps? Je ne peux pas le comprendre. Votre père pensait probablement qu'il pourrait rembourser toutes les dettes s'il gagnait, mais il continuait à perdre, et cela a déformé sa pensée. C'est comme voir le côté sombre d'un homme semblable à Bouddha. Jacques n'a pas eu de retour. L'ampleur des actions de son père continuerait à le hanter. Puis, étrangement, sa mère habituellement silencieuse prit la parole, saisissant l'occasion de répliquer. Depuis que j'ai commencé à écouter, tout tourne autour de la façon dont Jacques est mauvais, ou de la façon dont son père est mauvais. Mais tout a commencé avec toi, Lisa. Je n'ai pas parlé parce que je voulais aussi entendre le point de vue de Jacques, mais je devenais tellement irritée. Mon mari a juste été trompé, c'est tout. Il était juste ignorant.
Et vous appelez cela son côté sombre? Est-ce juste de le dire? Être ignorant peut aussi être un crime. C'est pourquoi notre maison a été saisie. Si vous ne pouviez pas vous en rendre compte jusqu'à ce point, alors votre mariage est définitivement un échec. Dans un mariage de 40 ans, ne pas interférer l'un avec l'autre est la bonne approche. Jacques est marié maintenant aussi, et avoir une relation comme l'air est confortable. C'est quelque chose que vous, avec seulement 2 ans de mariage, ne pourriez pas comprendre. Sa mère était toujours sûre d'elle. Elle avait le talent de créer une atmosphère où elle ne se trompait jamais. Mais n'avez-vous pas toujours mal parlé de votre mari? Le qualifiant d'inutile, ennuyeux à côtoyer. Même parler d'un divorce tardif. Dire des choses comme « si je divorçais, je pourrais vivre juste avec Jacques ». Quand je t'ai rencontré, tout ce que tu as fait était de te plaindre de lui. Je ne rencontrais pas souvent sa mère, mais chaque fois que je le faisais, elle se contentait de fulminer contre son père, même en sa présence, ce qui rendait compréhensible pourquoi il abritait des ténèbres. Elle parlait souvent de l'époque où son père était dans la vente de voitures. Incapable de vendre une seule voiture par lui-même, sa femme a dû supplier des parents d'acheter des voitures chez son concessionnaire. Certes, son père n'était pas fait pour la vente. Il était plutôt du genre fonctionnaire. Toujours souriant et apaisant pour tout le monde. N'est-ce pas? Je m'adressais à son père, qui avait toujours l'air timide. Connaître sa vraie nature m'a rendu encore plus bouleversée. Vous avez également emprunté 60 000 $ à mon père, n'est-ce pas? Jacques et sa mère tournèrent leur attention vers lui. Il a juste souri et a dit « Oui, c'est vrai. Veuillez demander à Jacques de s'occuper du remboursement. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus d'argent. » Jacques, ça te va? Quoi? Pourquoi devrais-je le faire? Y a-t-il un accord de prêt ou quelque chose comme ça? Peut-être que papa devrait simplement déclarer faillite. Mon père était heureux chaque fois que ton père lui rendait visite à l'hôpital. J'étais heureux, pensant que c'était une personne gentille. Ni vous ni votre mère ne lui avez jamais rendu visite. Et maintenant, je découvre qu'il ne faisait que lui soutirer de l'argent. Profiter d'un homme malade sous le couvert d'une visite à l'hôpital. Quel acte diabolique! J'ai l'intention de passer par un avocat pour cela. Jacques, tu dis toujours que je suis stupide, sans éducation. Eh bien, parce que je suis stupide, je vais demander à un professionnel de s'en occuper. Mais mon atout n'est pas seulement cela. J'ai une plus grosse bombe. Je m'étais retenue de dire cela. Même à mon cher père. De plus, il y a une autre chose que j'ai demandé à l'avocat de gérer. J'ai été harcelée sexuellement par ton père, Jacques. Jacques et sa mère éclatèrent de rire. Tu essaies de coincer papa plus loin en racontant un mensonge aussi ignoble. Il n'y a aucune chance que papa fasse quelque chose comme ça. Quelle chose à dire. Vraiment? Je pense que mon mari est la chose la plus éloignée d'un harceleur sexuel. Lisa, vous devez être vraiment désespérée de recourir à de tels mensonges. C'était frustrant. J'ai même douté de moi. Mais mon beau-père me touchait subtilement chaque fois que je visitais leur maison. Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais la fréquence de ses contacts était trop élevée. La façon dont il a habilement réussi à le faire sans que Jacques ou sa mère ne s'en aperçoivent, m'a fait soupçonner qu'il faisait aussi cela aux autres. Il était extrêmement rusé. Exploitant le fait que Jacques et sa mère ne croiraient jamais une telle chose à son sujet. Mais cela m'a mis tellement mal à l'aise. L'idée que cela s'aggrave encore m'a fait éviter d'aller chez eux. J'ai utilisé les soins de mon père comme une raison pour m'éloigner de leur maison. Avez-vous quelque chose à dire? Vous vous souvenez de ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement les touches. Il prenait secrètement des photos avec son téléphone. Par exemple, quand je montais à l'étage, il était en bas avec son téléphone sorti. Et une fois, quand lui et sa femme sont venus dans notre appartement, je l'ai surpris en train de fouiller dans mes sous-vêtements. Ce n'était pas bien juste parce que rien de plus ne s'est passé. Alors, pourquoi ne pas nous montrer votre téléphone? Il y a des preuves là-dedans, n'est-ce pas? Parler d'être égocentrique. Comme si mon père ferait quelque chose comme ça. Nous devrions vous poursuivre pour diffamation. Vous profitez de sa gentillesse et de son silence. La vérité est la raison pour laquelle il ne peut pas le réfuter. Mais c'est bon, j'ai des preuves solides. Preuves? Quel genre de preuves? Ce ne doit être qu'une menace. Honnêtement, je ne peux pas avoir de sentiments positifs pour toi. Vous essayez de nous entraîner dans l'enfer avec des mensonges, et je remets en question l'éducation que vous avez reçue. C'est pourquoi j'étais contre ton mariage avec Jacques. Je pouvais le voir venir. Jacques n'a pas de chance. La mère de Jacques était opposée à notre mariage. Jacques était sa fierté,
et elle lui consacrait tout. Elle rêvait probablement qu'il soit une élite éduquée en bonne compagnie. Et il suivit docilement son chemin. Elle n'a enseigné à Jacques que des études, négligeant de lui apprendre à interagir avec les gens. Il préférait lire et étudier à la maison plutôt que de jouer avec des amis. C'est probablement pourquoi. Il a du mal à communiquer. Même à la table de mixage, il ne regardait pas les gens dans les yeux. Et après notre mariage et notre déménagement dans cet appartement, il ne répondait pas aux salutations des voisins. Il avait fondamentalement du mal avec les gens. Sa mère ne voulait probablement pas qu'il se marie. Mais Jacques avait déjà plus de 30 ans et était probablement sous la pression des autres. Elle devait avoir des normes élevées pour sa femme. Alors, quand Jacques a ramené à la maison une femme de plus de 30 ans avec seulement un diplôme d'études secondaires, elle a désapprouvé. Mais l'affection de Jacques pour moi était forte à l'époque, alors il a insisté. Je savais à quoi m'attendre d'une belle-mère, alors j'étais préparée. C'est pourquoi elle a trouvé divers défauts. Il n'y a jamais eu de divorce dans la famille Johnson. Vos parents sont divorcés, n'est-ce pas? Et exceptionnellement, vous avez été élevé par votre père. Cela ne signifie-t-il pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec votre mère? Peut-être quelque chose en rapport avec les hommes? Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, ma belle-mère m'a demandé ces choses. Ce n'est pas comme si la famille de Jacques était particulièrement riche ou de grande lignée. Pourtant, le fait d'être issu d'une famille monoparentale semblait être un obstacle au mariage. Il semblait qu'elles voulaient vivre ensemble, mais leur maison était vieille et peu pratique. La plomberie était inefficace, il faisait chaud en été et froid en hiver à cause des courants d'air. La maison avait une disposition maladroite, comprenant 2 petites pièces peu pratiques, chacune d'environ 75 pieds carrés, ce qui en faisait un endroit inconfortable pour vivre. Je comprends que je veuille rénover, mais pas avec l'héritage de mon père. Bien qu'elle ait finalement accepté notre mariage, la dépendance de Jacques vis-à-vis de sa mère est devenue évidente tout de suite. Chaque fois qu'il était mécontent de moi, il se plaignait à sa mère avant de me parler. Naturellement, elle prit le parti de Jacques, le protégeant du blâme, ce qui ne fit qu'encourager son comportement. Elle venait à notre appartement et me faisait des remarques sarcastiques. Une belle-mère typique et méchante. Elle mentionnait souvent sa nièce, la cousine de Jacques, qui était censée être une actrice. Je n'avais jamais entendu parler d'elle ou ne l'avais jamais vue à la télévision. Il s'est avéré qu'elle n'était qu'une figurante. Elle disait des choses comme « Ma nièce est belle, gentille et domestique. J'aurais aimé que Jacques épouse quelqu'un comme elle. » Suis-je le seul à penser que si quelqu'un est vraiment domestique, il ne deviendrait pas un artiste? Il semble que n'importe quelle belle-fille serait sujette à ces critiques. Personne ne pourrait jamais répondre à ces normes. Avez-vous terminé ce que vous vouliez dire? En fin de compte, Jacques et sa mère sont venus se plaindre de moi. Je vivais toujours dans l'appartement que nous partagions, et ils pensaient probablement qu'ils pourraient rester et manger ici. Mais je n'avais pas de telles intentions. En êtes-vous sûr? Vous ne le regretterez pas? Je voulais m'en assurer. Mais je ne le regretterai pas. C'est Jacques qui est devenu inutile, pas moi. Regretter? Quel genre de regret? Aviez-vous prévu que cela se produirait? Oui, c'était dans mes attentes. Tu es méchant. Je l'ai toujours pensé. Lisa, tu es froide, intentionnellement malveillante. Vous agissez toujours dans votre propre intérêt, sans jamais penser aux autres. C'est exactement ce que je devrais vous dire. Tu abuses de l'argent que mon père a laissé, puis tu m'accables de dettes encore plus. C'est complètement absurde. Pourquoi devrais-je subir les conséquences de vos actions? Ce n'était rien de moins qu'un accident impliquant moi. 600 000 $ n'est-il pas un petit héritage? Lorsque mon père est décédé, il a laissé environ 1,3 million de dollars. Ensuite, vous auriez dû utiliser cet argent pour les rénovations. Vous avez 5 frères et sœurs, n'est-ce pas? Si vous divisez 1,3 million de dollars entre 5 personnes, cela fait 320 000 $ chacune. Quoi? Je parlais du montant qu'il a laissé, pas de la part. J'ai renoncé à mon héritage pour l'amour de mon frère. Lisa, tu ne t'intéresses qu'à l'argent? Hein? Compte tenu de la situation, je n'ai pas d'autre choix que de parler d'argent. Oui, comparé à 1,3 million de dollars, 600 000 $ peuvent sembler faibles. Mais c'était de l'argent important que mon père m'avait laissé. Alors, que comptais-tu faire avec ces 600 000 $? Je voulais l'utiliser pour notre propre maison. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que cela se produise. Le visage suffisant de Jacques m'a vraiment irrité. Je t'ai dit que je voulais vivre avec mes parents un jour, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai rénové leur maison pour en faire notre maison. Notre maison? Ce n'était même pas adapté à 2 familles.
Ce n'est qu'une justification après coup. Il a exploité mon rêve d'une maison pour justifier la rénovation. Quoi qu'il en soit, les 600 000 $ ne reviendront pas. Et puis il y a mon beau-père, qui a contracté une dette de 600 000 $. Il devrait être placé dans un établissement spécialisé dans la dépendance au jeu. Une fois que j'ai divorcé de Jacques, ce n'est plus mon problème. Mais Jacques et sa mère devront faire face à la dette. Comme l'a dit ma belle-mère, mon beau-père n'est pas du genre à travailler vigoureusement. À 65 ans, il n'est pas réaliste pour lui de commencer à travailler. Cela signifie que le fardeau retombera probablement sur Jacques. En plus de cela, je vais faire rembourser à Jacques les 60 000 $ qu'il a empruntés à mon père par l'intermédiaire d'un avocat. Mais Jacques ne semble pas fonctionner en ce moment. Je me demande s'il peut rassembler la détermination de travailler et de rembourser la dette. Je suis tellement contente d'avoir signé les papiers du divorce. Bien qu'il ne s'agisse que d'un morceau de papier, sa présence fait une énorme différence. Puisque vous avez dit seulement 600 000 $, vous devriez être en mesure de rembourser la dette rapidement, n'est-ce pas? Pouvez-vous également rembourser les 60 000 $ que votre père a empruntés au mien prochainement? Je veux l'utiliser pour mon prochain mouvement. Je ne veux pas rester dans cet appartement. Bien sûr, ce n'est rien. Je gagne plus que les gars de mon âge. Bien, j'espère que vous trouverez votre prochain emploi rapidement. Avec votre formation et 13 ans dans une entreprise de premier plan, vous serez bien partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer une remarque sarcastique. Il n'aide jamais aux tâches ménagères et il est un fardeau au travail. Sa mère est la seule à l'accepter et à être gentille avec lui. C'est pourquoi il voulait rénover pour elle. Pour obtenir son approbation. On dit souvent que les hommes sont des garçons à maman, cherchant une mère dans leur partenaire, au lieu d'une épouse. Au moindre problème, c'est toujours maman, maman. J'en ai fini avec un tel fils à maman. Jacques, tu peux retourner à ta vie idéale. Restez aux côtés de votre mère pour toujours, faites-vous dorloter. C'est votre bonheur. Le visage de Jacques devint rouge, insulté. Les hommes orgueilleux comme lui détestent le plus qu'on se moque d'eux. Et quant à toi, qui suis resté silencieux pendant tout ce temps, agissant comme si tu n'étais même pas là. Je pense que vous avez la plus grande fierté de toutes. Vous ne vous êtes pas excusé une seule fois. Comment as-tu pu emprunter de l'argent à mon père, qui était déjà faible et épuisé? Et à propos de votre harcèlement envers moi, même si personne ne me croit, je poursuivrai en justice. Votre sourire est effrayant, vos yeux ne rient pas. Vous vous camouflez avec ce sourire, mais votre vraie nature n'est que l'argent et les femmes. Effrayant. Je n'aurai plus jamais rien à voir avec la famille Johnson. Maintenant que vous comprenez, s'il vous plaît, partez. Toute autre communication se fera par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai mis à la porte Jacques, sa mère et son père. Ce serait la nuit la plus froide de l'année, selon les nouvelles. Par l'intermédiaire de l'avocat, j'ai pris des dispositions pour que Jacques rembourse les 60 000 $. Le divorce a été finalisé. Et avec la vidéo enregistrée que j'avais préparée plus tôt comme preuve, j'ai facilement demandé une indemnisation pour le harcèlement de mon beau-père. Enfin, je me suis sentie libérée de la famille Johnson. Ce n'était qu'un mariage de 2 ans, mais il m'a semblé plus long parce que je m'occupais de mon père. Quant à ma mère, après avoir divorcé de mon père, elle a repris le magasin de vêtements de la famille. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Que vous le regretteriez. Il n'y a aucune faute de ma part pour l'abus de l'héritage de mon père et la saisie. Au contraire, c'est moi qui ai été incommodée. Et je ne vous demande même pas de rendre les 600 000 $. Maintenant, elle vit dans un condo de luxe. Je vis avec ma mère dans le même condo. Vivre avec mon père était agréable, mais à l'avenir, travailler avec ma mère au magasin de vêtements sera également une expérience enrichissante dans ma vie. Jacques, en fin de compte, a été licencié de son entreprise. Maintenant, il vit tranquillement dans un appartement délabré d'une pièce avec sa mère et son père. Oiseaux d'une même plume, ils vivront probablement, se léchant les uns les autres. Ce que mon père a laissé derrière lui n'était pas seulement de l'argent. Il a laissé derrière lui des souvenirs plus précieux que l'argent. Peu importe le nombre de fois que je dis merci, ce ne serait pas suffisant. Mais quand même, je vais dire-le. Merci, je me suis assis sur le canapé usé, un canapé qui contenait autrefois des histoires de rire et de films de fin de soirée. Maintenant, ce n'était plus qu'un vieux meuble dans une pièce remplie de souvenirs d'un passé plus heureux. Sophie, mon ange de 3 ans, était à l'étage, ses respirations douces contrastant fortement avec l'air lourd de notre maison. Je jetai à nouveau un coup d'œil à l'horloge. Il était plus de 22 heures. Marc était en retard, comme c'était devenu sa norme. Le bruit de la clé tournant dans la serrure brisa finalement le silence.
Je me suis levée, lissant ma chemise, ne sachant pas pourquoi je me donnais encore la peine d'avoir l'air présentable pour lui. Marc, ai-je crié alors qu'il entrait, ayant l'air plus étranger que l'homme que j'avais épousé. Vous êtes en retard? Il n'a pas croisé mon regard, il a juste grogné une réponse. Travail. C'est toujours du travail. Sa voix, autrefois remplie de chaleur et d'affection, avait maintenant un ton froid et distant. J'ai essayé d'avoir l'air décontracté, Sophie a posé des questions sur vous aujourd'hui. Elle voulait savoir quand papa serait à la maison. Il retira son manteau et l'accrocha négligemment au support. Les enfants demandent beaucoup de choses. Cela ne signifie pas que nous avons toujours des réponses. J'ai ressenti un pincement au cœur. Peut-être pourrions-nous faire quelque chose ce week-end? Juste nous trois? Sophie adorerait ça. Marc renifla, son ton teinté de sarcasme. Une sortie en famille? Avec tout ce qui se passe? Ne sois pas naïve, Lily. Mes mains tremblaient légèrement. Ce n'est pas l'homme dont je suis tombée amoureuse. C'est important, Marc, qu'elle ait besoin de son père. Il se dirigea vers le réfrigérateur et sortit une bière. Ce dont elle a besoin, c'est d'un miracle, pas de moi qui joue à faire semblant dans un parc. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'est ta fille, Marc. Comment pouvez-vous avoir si froid? Il prit une gorgée de sa bière, évitant mon regard. Je suis réaliste, Lily. Ce n'est pas la vie que je voulais. Un enfant malade, une maison qui ressemble plus à un hôpital. Je le suivis dans la cuisine, ma voix s'élevant. Et moi? Pensez-vous que j'aime voir notre fille souffrir? Pensez-vous que c'est la vie dont je rêvais? Marc claqua la bouteille de bière sur le comptoir. Je ne sais pas, Lily. Je ne le pense vraiment pas. Mais je sais que je ne peux plus faire ça. J'ai ressenti une vague de colère. Vous voulez vous en aller? De votre propre enfant? Il vida sa bière d'une longue gorgée. J'ai besoin d'espace. Je ne peux pas gérer ça, la suffocation. Suffocation? J'ai fait écho, l'incrédulité dans la voix. Est-ce que c'est ce que votre famille est pour vous maintenant? Marc se détourna, les épaules tendues. Ce n'est pas seulement cela. C'est tout. Les visites constantes à l'hôpital, les factures médicales, la façon dont nos vies tournent autour de la maladie de Sophie. Je ne me suis pas inscrit pour ça. J'étais à court de mots. Comment notre amour s'était-il transformé en cette amère réalité? Alors, quel est ton plan, Marc? Nous quitter? Recommencer ailleurs? Il ne répondit pas, passa juste devant moi, ses pas lourds contre le plancher en bois. Je me tenais là, un mélange d'émotions bouillonnant en moi. Colère, tristesse et un profond sentiment de trahison. Plus tard, alors que j'étais allongée dans mon lit, l'espace à côté de moi froid et vide, j'ai écouté le son lointain de la télévision de Marc depuis l'autre pièce. Le fossé entre nous était devenu trop grand pour être comblé. L'homme que j'ai épousé, le père de mon enfant, était maintenant un étranger vivant sous le même toit. La chambre d'hôpital était austère et clinique, un contraste frappant avec l'atmosphère chaleureuse et habitée de notre maison. Sophie était allongée sur le petit lit d'hôpital, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. Je me suis assis à côté d'elle, tenant sa petite main, essayant de puiser de la force dans son sommeil innocent. L'infirmière Janet entra, son visage un masque de gentillesse professionnelle. « Comment va notre brave fille aujourd'hui, Lily ?» J'ai réussi à sourire avec lassitude. C'est une battante. Il l'a toujours été. Janet vérifia les signes vitaux de Sophie, ses mouvements efficaces et doux. Elle est entre de bonnes mains ici, l'équipe de chirurgie est l'une des meilleures. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, avec des craintes inexprimées. Je sais. J'aimerais juste que Marc soit plus ici. Elle n'arrête pas de le demander. Janet m'a regardée avec sympathie. Les pères ont souvent du mal à faire face à ces situations. Mais vous faites un travail incroyable. J'ai soupiré, sentant le poids de la solitude. C'est difficile de le faire seul, vous savez? Il n'est plus le même. Comme s'il était au courant, Marc est entré, son arrivée moins réconfortante que je ne l'avais espéré. Il jeta un coup d'œil à Sophie, puis à moi, son expression illisible. Comment va-t-elle? La même, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Il tripotait son téléphone, évitant le contact visuel. Je ne peux pas rester longtemps. Le travail est fou. J'ai ressenti un éclair de colère. Du travail, non? Parce que c'est ce qui est important en ce moment. Marc leva les yeux froids. Que voulez-vous de moi, Lily?
De s'asseoir ici et de la regarder dormir? J'ai repoussé un délit plus pointu, me concentrant sur Sophie à la place. Elle t'a demandé aujourd'hui, Marc? Son père lui manque. Il haussa les épaules, son détachement comme une barrière physique. Je suis là, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, Sophie s'agita, sa petite voix faible, mais claire. Papa? Le visage de Marc s'adoucit momentanément alors qu'il se rapprochait d'elle. Salut, princesse. Papa est là. Sophie sourit faiblement, lui tendant la main. Reste avec moi, papa? J'ai regardé, un mélange d'espoir et de chagrin dans mon cœur. Marc hésita, puis s'assit sur le bord du lit. Je ne peux pas rester longtemps, Sophie. Papa doit travailler. Son sourire s'estompa, un regard de compréhension bien au-delà de son âge dans ses yeux. C'est bon, papa. Je t'aime. Marc se força à sourire en lui tapotant la main. Je t'aime aussi, gamin. Alors qu'il se levait pour partir, j'ai ressenti une vague de ressentiment. Elle a besoin de toi, Marc. Nous avons besoin de vous. Il s'est arrêté, nous tournant le dos. Je fais ce que je peux, Lily. Mais ces mots sonnaient creux dans la pièce stérile. Je l'ai regardé partir, un sentiment familier d'abandon s'installant en moi. La main de Sophie agrippa la mienne, sa petite présence rappelant le combat qui nous attendait. La pièce redevint silencieuse, à l'exception du bip des moniteurs. Je me suis penchée plus près de Sophie, murmurant des promesses de jours meilleurs. Des promesses que je n'étais pas sûre de pouvoir tenir. Mais à ce moment-là, tout ce que j'avais, c'était de l'espoir et l'amour inébranlable pour ma fille. Le silence dans la pièce a été rompu par un appel de mon amie Lisa, qui travaillait comme agent immobilier pour une entreprise locale. J'étais assis dans la cafétéria faiblement éclairée de l'hôpital, serrant une tasse de café tiède. Mon esprit était un tourbillon de trahison et de choc après l'appel de Lisa. Marc vendait notre maison, notre maison. La colère et l'incrédulité tourbillonnaient en moi, alimentant une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Lisa s'est glissée dans le siège en face de moi, son expression étant un mélange d'inquiétude et de colère. Je n'arrive pas à croire qu'il fasse ça, Lily. Vendre votre maison pendant que vous êtes ici, avec Sophie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser mes mains tremblantes. J'ai besoin que vous retardiez la vente, Lisa. Donnez-moi un peu de temps. Lisa hocha la tête, les yeux durs. Je ferai ce que je peux. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Il fait pression pour une vente rapide. Je me penchai en avant, la voix basse et ferme. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Il pense qu'il peut simplement voler ma maison et s'enfuir avec qui elle est? Lisa tendit la main, sa main agrippant la mienne. Avez-vous un plan? Un plan. Le mot résonna dans mon esprit. J'avais été réactif pendant trop longtemps, laissant la vie et l'indifférence de Marc dicter mes journées. Mais plus maintenant. Je vais me battre. Je vais commencer par parler à un avocat. Il doit y avoir un moyen d'arrêter cela. L'expression de Lisa se transforma en une expression de soutien. Bonne. Combattez ça, Lily. Et je suis là, à chaque étape du processus. J'ai hoché la tête, sentant une étincelle de détermination. Et je devrais rassembler des preuves. Preuves de sa trahison, de la fraude. Tout ce qui peut aider mon cas. Commençons par la vente de la maison, suggéra Lisa. Je vais déterrer tout ce que je peux sur l'acheteur, l'affaire, tout ce qui sort de l'ordinaire. J'ai siroté mon café, son amertume reflétant mon humeur. Je n'arrive pas à croire qu'il me fasse ça, à Sophie. Après tout ce que nous avons traversé. La main de Lisa se resserra autour de la mienne. C'est un lâche, Lily. Et il va regretter de vous avoir sous-estimé. Je me suis levée, ma détermination se renforçant. Il va payer pour ça, Lisa. Il va payer pour avoir blessé ma fille, pour avoir essayé de nous enlever notre maison. Je m'en assurerai. Lisa se tenait à côté de moi, les yeux féroces. Faisons-le, Lily. Montrons-lui qu'il a choisi la mauvaise femme avec qui jouer. À l'abri des regards, je me tenais juste devant le bureau de l'agent immobilier, mon cœur battant. À travers la porte légèrement entr'ouverte, je pouvais entendre les voix à l'intérieur. Marc était là, son ton doux et confiant alors qu'il parlait aux acheteurs potentiels. Et elle était là aussi, sa maîtresse, son rire tintinabulant comme une cloche, complètement inconsciente de la tempête dont elle faisait partie. J'ai regardé Marc remettre une pile de papiers aux acheteurs. Son charme était pleinement exposé, le même charme qui m'avait autrefois emporté. C'est une opportunité fantastique, disait-il. Une belle maison,
un excellent emplacement, vous obtenez une bonne affaire. Les acheteurs, un couple d'âge moyen, ont hoché la tête, leurs expressions étant un mélange d'empressement et de prudence. La femme feuilleta les documents, son mari se penchant pour regarder. Tout semble en ordre, murmura-t-elle. La maîtresse de Marc, une jeune femme avec du rouge à lèvres rouge vif, rit et se pencha plus près de Marc. Je t'avais dit que ce serait facile, murmura-t-elle, assez fort pour que je l'entende. J'ai ressenti une vague de colère, mais je me suis forcée à rester sur place, à observer. Il s'agissait de rassembler des preuves, de comprendre la profondeur de la tromperie de Marc. Le mari leva les yeux, une question dans les yeux. Et le propriétaire actuel? Elle a accepté tout cela? La réponse de Marc fut rapide, un mensonge si lisse qu'il ressemblait à la vérité. Absolument. Elle est passée à autre chose. Veut vendre l'endroit rapidement. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Comment pouvait-il mentir de manière aussi flagrante? L'audace de cela m'a fait bouillir le sang. Lisa, qui jouait son rôle dans mon jeu, est intervenue. Nous pourrons procéder à la vente dès que vous serez prêts. Le couple échangea un regard, puis hocha la tête. Nous sommes prêts. C'est un accord que nous ne voulons pas manquer. Je les ai regardés commencer à signer les papiers, la finalité de chaque coup, comme un poignard dans mon cœur. Mais je devais rester concentré. Ce n'était pas le moment des émotions, c'était le moment de l'action. Le rire de Marc m'a ramené à ce moment. Il trinquait avec les acheteurs, sa maîtresse, accrochée à son bras. Vers de nouveaux départs, a-t-il dit en levant son verre. Je suis entré dans la pièce, le regard fixé sur Marc. Vous vous amusez, Marc? Tout le monde se retourna, le choc et la confusion sur leur visage. Le sourire de Marc s'estompa. Lily, que fais-tu ici? Je m'approchai d'eux, mais pas ferme. Je suis là pour vous empêcher de faire la plus grande erreur de votre vie. La maîtresse de Marc se moqua en roulant des yeux. De quoi tu parles? L'affaire est conclue. J'ai souri, mais il faisait froid, dépourvu de toute chaleur. Est-ce le cas, maintenant? Parce que je ne me souviens pas d'avoir signé la vente de ma maison. Les acheteurs semblaient mal à l'aise, échangeant des regards. On nous a dit que tout était en ordre, a déclaré le mari, la voix incertaine. Marc s'avança, essayant d'affirmer son contrôle. Lily, tu es confuse. C'est pour le mieux. J'ai secoué la tête. Non, Marc. La seule confusion ici est la vôtre si vous pensez que vous pouvez falsifier ma signature et vous en tirer. La pièce devint silencieuse. Le visage de Marc devint plus pâle. Vous ne pouvez rien prouver, a-t-il lâché. J'ai sorti un ensemble de documents de mon sac. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Ce sont les vrais papiers. Ceux que vous avez sont des faux. La maîtresse de Marc tira sur son bras. Marc, de quoi parle-t-elle? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Mais Marc était sans voix, sa confiance habituelle brisée. C'est alors que la porte s'est ouverte et que 2 policiers sont entrés. L'un des officiers regarda directement Marc. Mark Johnson? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et falsification. Le visage de Marc se vida de sa couleur. Il m'a regardé, les yeux remplis d'incrédulité. Vous avez appelé les flics? Je croisai son regard, ma voix ferme. Oui. Tu as enfreint la loi, Marc. Et vous avez essayé de voler ma maison. Alors que les agents menottaient Marc, sa maîtresse s'est mise à pleurer, son maquillage s'étalant. Les acheteurs ont rapidement rassemblé leurs affaires, désireux de prendre leur distance avec la situation. L'un des officiers se tourna vers moi. Nous aurons besoin de votre déclaration, madame. J'ai hoché la tête, ressentant un sentiment de justice. Bien sûr, officier. Alors qu'ils emmenaient Marc, il m'a regardé, son expression étant un mélange de colère et de regret. Mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Il avait fait son choix, et maintenant il en subissait les conséquences. Lisa m'a souri, hochant la tête d'un air approbateur. J'ai souri en retour et j'ai quitté le bureau, un poids enlevé de mes épaules. J'avais défendu Sophie et moi-même. J'avais riposté. Et ce n'était que le début. Après l'arrestation de Marc, je me suis retrouvée dans le bureau de l'avocat, les murs tapissés de livres de droit et l'air lourd d'une odeur de cuir. Mon avocat, M. Thompson, était un homme d'une 50aine d'années, le visage gravé de lignes d'expérience. Il jeta un coup d'œil au dossier devant lui. Lily, les actions de ton mari ont ouvert une grande boîte de Pandore. L'accusation de fraude est grave. Je me suis assis en face de lui, les mains serrées sur mes genoux.
Je sais, monsieur Thompson. Mais je ne pouvais pas le laisser s'en tirer. Pas après tout. Monsieur Thompson hocha la tête, compréhensif dans les yeux. Je respecte cela. Maintenant, à propos du divorce et de la bataille pour la garde. Vous êtes en position de force, mais ce ne sera pas facile. Je me suis penché en avant. Je suis prêt pour ça. Je dois le faire pour Sophie. Elle mérite un foyer stable. L'avocat a mélangé quelques papiers. Qu'en est-il de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants? Compte tenu de l'incarcération probable de Mark, cela va être compliqué. J'ai soupiré, un mélange de détermination et de tristesse dans la voix. Je veux ce qui est juste pour Sophie. Elle est ma priorité. Quant à Mark, il a fait ses choix. Monsieur Thompson me regarda, l'air sérieux. Tu es une femme forte, Lily. Nous nous battrons pour ce qui est bon pour vous et votre fille. En quittant le bureau, mon téléphone a sonné. C'était Mark. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Que veux-tu, Mark? Sa voix se fit entendre, mêlée de désespoir. Lily, s'il te plaît. J'ai foiré. Je sais que... Mais ne m'enlève pas Sophie. Je me suis arrêtée dans mon élan, la colère montant. Vous avez pensé à Sophie lorsque vous avez essayé de vendre notre maison? Quand vous passiez vos journées avec cette femme? Il resta silencieux un instant. J'ai perdu mon chemin. Mais je suis son père, Lily. Je l'aime. J'ai serré mon téléphone plus fort. L'amour n'est pas que des mots, Mark. Ce sont des actions. Vous nous avez laissé tomber tous les deux. La voix de Mark se brisa. Je ferai tout pour arranger les choses. S'il te plaît, Lily. J'ai secoué la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Il est trop tard pour cela. Vous verrez Sophie, mais uniquement dans le cadre de visites supervisées. Ce n'est pas négociable. Il y eut une pause, puis un doux soupir vaincu de Mark. D'accord. Je comprends. Les jours étaient un tourbillon. J'ai passé la plupart de mon temps avec Sophie, m'assurant qu'elle se sentait aimée et en sécurité au milieu du chaos. Son rire a été une bombe pour mon cœur blessé. Un après-midi, alors que Sophie faisait la sieste, j'ai reçu un appel de ma sœur, Laura. Et, Lily, comment vas-tu? La voix de Laura était toujours un mélange d'inquiétude et de force. J'ai soupiré en regardant par la fenêtre. Je me débrouille, Laura. C'est difficile, mais je m'en sors. Laura resta silencieuse un moment. J'ai entendu parler de Mark. Je suis tellement désolée, Lily. Mais je suis fière de toi pour lui avoir tenu tête. J'ai souri faiblement. Merci, Laura. C'est difficile, mais je dois être forte pour Sophie. Elle a besoin de moi maintenant plus que jamais. La voix de Laura s'adoucit. Et vous? Qui est fort pour Lily? Sa question m'a pris au dépourvu. J'étais tellement concentrée sur Sophie et la bataille juridique que je n'avais pas beaucoup réfléchi à moi-même. Je ne sais pas, Laura. Je suppose que je n'ai pas eu le temps d'y penser. Laura était ferme. Tu dois aussi prendre soin de toi, Lily. Vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide. Je savais qu'elle avait raison. Je vais essayer, Laura. C'est juste que tout semble écrasant en ce moment. Tu n'es pas seule, Lily. Souvenez-vous de cela. Je suis là pour toi, toujours. Le lendemain, j'ai consulté un thérapeute, le docteur Martin. Son bureau était une petite pièce confortable avec un éclairage tamisé et un canapé confortable. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Lily, c'est un plaisir de te rencontrer. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai pris une profonde inspiration, déchargeant mes inquiétudes et mes peurs. Je me sens tellement perdue, docteur Martin. Tout ce que je savais, tout ce en qui j'avais confiance, tout a été bouleversé. Le docteur Martin hocha la tête, d'une voix douce. C'est compréhensible de se sentir comme ça après ce que vous avez vécu. Mais il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un chapitre de votre vie, pas de toute l'histoire. Ces mots ont résonné en moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à faire de petits pas pour reprendre ma vie en main. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les parents célibataires. La première réunion a été intimidante, mais en écoutant les autres partager leurs histoires, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Bienvenue, Lily, dit la chef du groupe, une gentille femme nommée Beth. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres, pour partager nos luttes et nos victoires. J'ai partagé mon histoire, ma voix ferme mais remplie d'émotion. Le groupe a écouté, leur visage étant une tapisserie d'empathie et de compréhension.
Après la réunion, une femme nommée Sarah s'est approchée de moi. Votre histoire est inspirante, Lily. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ces mots m'ont remonté le moral. Peut-être que j'étais plus fort que je ne le pensais. Peut-être, juste peut-être, pourrais-je transformer ce chapitre douloureux en une histoire de résilience et d'espoir. Assis dans mon salon, la lumière du petit matin filtrant à travers les rideaux, j'ai réfléchi au voyage tumultueux qui avait conduit à ce moment de tranquillité. Les papiers du divorce, maintenant signés et finalisés, gisaient sur la table basse, témoignage de ma nouvelle indépendance. La bataille juridique avait été longue et ardue. J'avais poursuivi Marc pour une partie substantielle de ses biens, déterminé à assurer un avenir stable pour Sophie et moi-même. La décision du tribunal avait été en notre faveur. Marc, qui purgeait maintenant une véritable peine pour ses activités frauduleuses, avait perdu une grande partie de ce qui lui était cher. Sa maîtresse, prise dans la toile de la tromperie, a été giflée d'une lourde amende, qui m'a été payable en guise de dédommagement. Je me souviens d'être assis dans la salle d'audience, regardant Marc et sa maîtresse se retourner l'un contre l'autre, chacun essayant de détourner le blâme. Il n'y avait pas d'amour perdu entre eux, seulement des accusations amères et des tentatives désespérées pour se sauver. En les regardant, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction. Ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Leur trahison et leur cupidité les avaient conduits à cette chute. Mais au milieu du chaos des procédures judiciaires et des bouleversements émotionnels, il y avait une lueur d'espoir. Sophie, ma courageuse petite fille, s'était rapidement rétablie après son opération. Son rire et son énergie ont rempli notre maison d'une chaleur qui manquait depuis trop longtemps. En sirotant mon café du matin, j'ai pensé à notre avenir. C'était un avenir pour lequel je m'étais battue, un avenir qui semblait brillant et prometteur. Sophie était ma priorité, ma lueur d'espoir. Ensemble, nous avions traversé une tempête et en étions sortis plus forts. J'ai jeté un coup d'œil aux photos sur la cheminée, des images de Sophie et moi au parc, aux eaux, souriantes et insouciantes. C'était plus que de simples photographies, elles rappelaient notre résilience, notre capacité à trouver de la joie au milieu de l'adversité. Sophie bondit dans la pièce, ses cheveux ébouriffés, ses yeux brillants d'excitation. « Maman, allons-nous au parc aujourd'hui ?» J'ai souri, mon cœur gonflé d'amour. « Oui, ma chérie. Nous allons passer une excellente journée. » Elle battit des mains, son rire résonnant dans la pièce. « Yay! J'adore le parc. » En la regardant jouer, j'ai réalisé que c'était ce qui comptait le plus. Les luttes, la douleur et la trahison étaient derrière nous. Ce qui nous attendait était un chemin de guérison et de nouvelles